Bonjour à toutes et à tous. On poursuit notre exploration sur les vecteurs avec l'étude de ce qu'on appelle les coordonnées de ces vecteurs. Et pour commencer, on se donne trois vecteurs U, V et W. Si on voulait décrire à quelqu'un qui ne voit pas le déplacement symbolisé par le vecteur U, on pourrait lui dire qu'il s'agit d'un déplacement de 4 carreaux vers la droite et de 2 carreaux vers le haut. Pour le vecteur V, on dirait que c'est 2 carreaux vers la gauche et 4 carreaux vers le haut. Et pour W, cela correspond à 5 carreaux vers le bas. Et c'est cette description qui va servir de point de départ à notre étude sur les coordonnées. En effet, les coordonnées du vecteur U vont s'écrire ainsi. On note entre parenthèses les deux nombres décrivant le déplacement, en commençant par le déplacement horizontal en haut, puis le déplacement vertical en bas. Notez bien cet ordre, c'est la première chose à retenir. Le déplacement horizontal, qu'on appelle abscisse en haut, et le déplacement vertical, qu'on appelle ordonnée en bas. Voilà ce que donnerait l'écriture des coordonnées du vecteur V. Alors, notez bien la présence du signe moins, c'est pour faire la différence entre se déplacer vers la gauche et se déplacer vers la droite. Et c'est pareil en vertical, on mettra un signe moins si on va vers le bas. Regardez les coordonnées du vecteur W, 0 en horizontal et moins 5 en vertical, car on va vers le bas. Le problème, c'est qu'il faut se mettre d'accord pour savoir quand est-ce qu'on met le signe moins. Comment être sûr que pour tout le monde, le moins c'est quand on va vers la gauche ou vers le bas? Et puis regardez, il y a un autre problème. Si mon quadrillage est légèrement différent, est-ce que je dois compter uniquement les grands carreaux ou bien les petits carreaux? Si je ne compte que les grands carreaux, toutes les coordonnées changent. Le vecteur U représente maintenant un déplacement de 2 grands carreaux en horizontal et en vertical. Pour V, c'est moins 1 et 2. Et pour W, c'est 0 et moins 2,5. On le voit bien, il manque une information. Et cette information, c'est ce qu'on appelle la base. Une base, c'est une sorte de référence qui nous permet de comprendre les coordonnées. Et voilà comment on la représente sur le quadrillage de gauche. On se donne une unité en horizontal, c'est le vecteur I. Et en vertical, c'est le vecteur J. On voit alors que le vecteur U est égal à 4 fois le vecteur I et 2 fois le vecteur J, et c'est ça qui définit les coordonnées 4 et 2. De même, le vecteur V est égal à moins 2 fois le vecteur I et 4 fois le vecteur J, et le vecteur W est égal à moins 5 fois le vecteur J. Avant de passer à la suite, je vous montre sur le quadrillage de droite la base IJ correspondant aux coordonnées écrites à droite. Bien, il est temps de résumer un peu tout ça. On commence par la notion de base de vecteur. Une base est constituée de deux vecteurs n'ayant pas la même direction. Ils sont souvent notés I et J. Ces deux vecteurs, par exemple, pourraient constituer une base. Cependant, on rencontrera le plus souvent des vecteurs ayant une direction orthogonale l'un par rapport à l'autre. Et dans certains cas, on parlera de base orthonormée, c'est quand les deux vecteurs ont, en plus, la même norme. Une base permet de décrire les coordonnées des vecteurs comme on l'a vu dans les exemples précédents. Mais ce qu'on veut faire aussi avec les vecteurs, c'est de la géométrie, avec des points, des figures, etc. Et pour cela, on a ce qu'on appelle le repère orthogonal. Ça ressemble beaucoup à ce que vous connaissez déjà, à savoir un repère muni d'un axe des abscisses en horizontal et d'un axe des ordonnées en vertical. Ça permet de repérer les coordonnées d'un point, comme ici le point A qui a une abscisse égale à 2 et une ordonnée égale à 1. Mais si en plus on ajoute la base IJ, alors on peut aussi repérer les vecteurs, comme ce vecteur qui est égal à moins 2 fois le vecteur I et une fois le vecteur J. Donc il a pour coordonnées moins 2 et 1. Pour résumer, un repère orthogonal est constitué d'une base de deux vecteurs I et J et d'une origine notée O. Alors, comme pour les bases, on parle de repère orthonormé quand les deux vecteurs de la base ont la même norme. Et c'est le cas pour ce repère, car les vecteurs de la base ont tous les deux une norme égale à 2 fois la longueur d'un carreau. Allez, on fait un petit peu de place. Concernant les coordonnées d'un vecteur, on a déjà vu qu'un vecteur U peut être écrit en fonction des vecteurs de la base. Et ce sont ces deux nombres x et y qui définissent les coordonnées de ce vecteur. Par exemple, le vecteur U représenté à droite est égal à moins 2 fois le vecteur I plus 1 fois le vecteur J. Ces coordonnées sont donc moins 2 et 1. À noter qu'on peut aussi écrire les coordonnées en horizontale comme les coordonnées des points. Passons maintenant à un petit théorème qui ne devrait pas vous poser de problème. Si on connaît les coordonnées de deux vecteurs, alors la somme des deux vecteurs a pour coordonnées la somme des deux abscisses et la somme des deux ordonnées. De même, si on multiplie un vecteur par un réel k, alors il faut multiplier son abscisse et son ordonnée par k.
Et on va finir par une propriété importante que vous rencontrerez souvent dans les exercices. Elle permet de calculer les coordonnées d'un vecteur AB quand on connaît les coordonnées des points A et B. Ces coordonnées de points sont notées XA et YA pour le point A et XB et YB pour le point B. C'est la notation classique des coordonnées des points. Donc, pour calculer les coordonnées du vecteur AB, il faut faire XB moins XA pour l'abscisse et YB moins YA pour l'ordonnée. Notez bien, en gros, il faut faire point d'arrivée moins point de départ. Et je vous démontrerai cette propriété à la fin de la vidéo. Mais pour l'instant, on va voir un exemple. On se donne deux points C et D et on va calculer les coordonnées du vecteur CD. Pour cela, on reprend la formule ci-dessus. Il faut faire abscisse du point d'arrivée moins abscisse du point de départ et ordonnée du point d'arrivée moins ordonnée du point de départ. Voilà ce qu'on obtient. L'abscisse de D est 3 et l'abscisse de C est 1. Donc on a 3 moins 1. Et pour l'ordonnée, il faut prendre l'ordonnée de D moins l'ordonnée de C, ce qui fait 1 moins moins 2. Alors attention au double signe moins. Une fois qu'on a bien remplacé, on n'a plus qu'à calculer et on trouve 2 en abscisse et 3 en ordonnée. Tiens, regardez, on va vérifier ça sur le repère à côté. On place le point C d'abscisse 1 et d'ordonnée moins 2 et le point D d'abscisse 3 et d'ordonnée 1. On peut tracer le vecteur CD et si on regarde de plus près ce vecteur, on voit qu'il est égal à 2 fois le vecteur I plus 3 fois le vecteur J. Et ça correspond bien aux coordonnées qu'on a calculées. Voilà pour cet exemple de calcul très classique. Et vous verrez de nombreux exercices par la suite dans lesquels on calculera les coordonnées des vecteurs de cette façon. Voilà, ce cours est fini. Mais en bonus, je vais vous prouver cette propriété. On part d'un repère orthogonal d'origine O et d'une base constituée de deux vecteurs I et J. On considère un point A d'abscisse XA et d'ordonnée YA et un point B d'abscisse XB et d'ordonnée YB. On s'intéresse à ce vecteur AB et on va essayer de démontrer que ses coordonnées sont celles-là. Donc, on va essayer de démontrer que le vecteur AB est égal à XB moins XA fois le vecteur I et YB moins YA fois le vecteur J. Allez, je me garde cet objectif en ligne de mire et on y va. Pour commencer, on va utiliser la relation de Schall en introduisant le point O. Puis, je vais écrire que le vecteur OA est l'opposé du vecteur AO. Alors, pourquoi faire ça? D'habitude, on a plutôt tendance à ne pas s'encombrer des signes moins. Eh bien, regardez sur la figure. Voilà le vecteur OA. Il part de l'origine, et ça présente une particularité. Le vecteur OA est égal à XA fois le vecteur I, et YA fois le vecteur J. Donc ses coordonnées sont XA et YA. En gros, les coordonnées d'un vecteur en partant de l'origine, et les coordonnées du point d'arrivée sont les mêmes. Et c'est d'ailleurs comme cela qu'on définit les coordonnées des points. On peut donc remplacer le vecteur OA par XA fois le vecteur I et YA fois le vecteur J. Et on peut faire la même chose pour le vecteur OB. Maintenant, on supprime les parenthèses en faisant attention à cause du signe moins. Ensuite, on va réorganiser un petit peu l'ordre des termes de cette somme. On a XB fois le vecteur I moins XA fois le vecteur I. Et on a YB fois le vecteur J moins YA fois le vecteur J. Et là, on peut mettre le vecteur I en facteur, puis on peut mettre le vecteur J en facteur, ce qui nous permet d'obtenir ce qu'on voulait démontrer. Voilà, cette preuve est finie. Alors, comme d'habitude, elle n'est pas à apprendre par cœur cette preuve. Par contre, la propriété est à apprendre. Cela nous évitera de recommencer ce raisonnement à chaque fois qu'on en aura besoin.